Et ils sont en train d'arriver avec nous sur ce plateau. Bonsoir Alain Duhamel. Merci d'être avec nous. Éric Zemmour, président de Reconquête, merci d'être avec nous. Je vous laisse prendre place. On va évoquer les différents sujets effectivement qui marquent l'actualité. On va revenir sur ce qu'évoque François Bayrou, les 100 jours évidemment de Donald Trump, ce débat sémantique qu'il y a y compris au sein du gouvernement sur la question par exemple de l'islamophobie ou non. On va commencer effectivement, Alain Duhamel, par cette proposition qui est faite ce matin par le Premier ministre François Bayrou. Il travaille à un grand plan de réforme. On sait que l'objectif, c'est de trouver 40 milliards d'euros d'économies pour l'an prochain. Il dit, pourquoi pas, un référendum. Alors, Alain Duhamel, est-ce que c'est une idée de génie ou un gadget politique ? Dans mon esprit, ni l'un ni l'autre. C'est un diagnostic très bien expliqué et que je trouve très justifié. Et c'est une thérapeutique absurde. Dans la première partie de son interview, il dresse un état de la situation économique de la France. Et je trouve que c'est à la fois véridique, ce qu'il dit globalement, ensuite on peut discuter des détails, mais véridique, qu'en plus ça correspond à ce qu'il disait déjà comme au commissaire au plan, il disait la même chose, et à ce qu'il a toujours pensé sur ces sujets-là. En revanche, dire la réponse... c'est un référendum. Non. D'abord, comme tout le monde le sait, c'est pas le Premier ministre qui décide du référendum, c'est le président de la République. Bon, ça c'est la Constitution. On peut faire un référendum sur un sujet comme la politique économique, hein, mais c'est au président de le dire. À ce moment-là, de le dire et de le décider. Ensuite, il faut pas être hypocrite. Depuis qu'on est en pleine crise économique, à chaque fois qu'on propose de faire des économies, ceux à qui on propose de faire des économies poussent des hurlements en disant « Ah non, pas moi !» Alors les collectivités locales disent « Ah bah non, pas nous !» Et puis les hôpitaux disent « C'est quand même pas aux hôpitaux de faire ça !» Les fonctionnaires disent et alors nous, pourquoi est-ce que ce serait nous plus que les autres ?» Je veux dire, c'est absolument méthodique. Donc, ce référendum, il n'aurait aucune chance de passer. C'est évident que ça serait une catastrophe. Et alors, et c'est là que je termine par ça, pour ne pas être trop long, quelle serait la conséquence de ça ? Eh bien, ça serait que... On a le temps de prendre le temps ce soir. Aux yeux du monde entier, en particulier au sein du monde du marché, pour simplifier les choses, on verrait qu'il y a un rejet des Français d'accepter... Parce qu'il faut bien dire que la logique de François Bayrou, c'est comme on n'augmente pas les impôts, ça veut dire qu'on demande des sacrifices. Il ne précise pas comment on les répartit, mais on les demande. Bon, des gens à qui on demande de faire des sacrifices et qui votent oui, allez-y, je ne sais pas combien il y aura en pourcentage. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup plus que 10% quand même, pour dire oui. Éric Zemmour. Bah écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Alain Duhamel. Moi, je pense que c'est même votre droit c'est absolu. même le contraire. Je suis d'accord, évidemment, sur un point, c'est que c'est le président de la République qui décide et pas le Premier ministre. Ça, c'est une évidence. Mais à part ça, je pense au contraire que ce que vous venez de décrire comme des Français incapables d'accepter des sacrifices, etc. N'ayant pas envie de... Attendez. Moi, j'ai compris. Moi, je pense que c'est surtout la classe politique qui a montré depuis des années qu'elle était incapable de décider des réductions de dépenses et qu'à chaque fois, il y a toujours un groupe qui dit non, moi je veux pas telle économie, je veux pas telle économie, et d'autres qui disent moi je veux la hausse d'impôts un tel, et il faut frapper les riches, etc. Donc je pense qu'il n'y aura pas de solution avec cette classe politique, qu'elle est discréditée, et que finalement, peut-être que faut-il en venir devant le peuple et lui expliquer qu'on a un vrai débat là-dessus. Mais je reconnais que ce n'est pas simple, que c'est un exercice démocratique audacieux et dangereux, mais que je crois que c'est finalement le seul possible. Après tout, on pourrait l'avoir pour la présidentielle aussi. Alors, ma réponse à ça, c'est qu'en réalité, je ne vous dis pas que les groupes parlementaires sont peuplés de héros et que tous ceux qui sont élus immédiatement deviennent
tellement soucieux de l'intérêt national que leurs préférences s'effacent. Bien entendu qu'ils sont tous réticents pour une raison ou une autre, et d'ailleurs pour des raisons contradictoires. On est d'accord. On est d'accord. Bon, d'accord. Alors donc là-dessus, je laisse ça de côté. Mais ils reflètent ce que pensent leurs électeurs, et c'est d'ailleurs leur grand objectif. Oui, c'est de complaire à leurs électeurs. Non, pas seulement leur complaire, en l'occurrence, de refléter leur point de vue. Parce que j'ai bien vu, par exemple, ce qui s'était passé, après tout, ça pourrait me concerner directement, sur les retraites, les 10%. Non, alors. Ah, bah si. En tout cas, si, fiscalement, il n'y a aucun doute. Bon, immédiatement, alors sur ce que vous connaissez par cœur, les marchés, le week-end, ils reviennent dans leur circonscription. Ils se sont tous entendus dire « Ah ben non, pas ça !» Évidemment. Et quand on a évoqué d'autres hypothèses que ça, la seule chose sur laquelle les Français sont vraiment prêts à accepter des sacrifices, c'est sur les sacrifices qu'ils ne consentiront pas. C'est-à-dire, en gros, s'il s'agit des très grandes entreprises, s'il s'agit des très grandes fortunes, alors là, on est d'accord. Parce que c'est les autres. On ne va pas discuter sans fin d'un sujet qui n'aura sans doute pas lieu. En l'occurrence, le référendum. Une seule phrase. Les Français ont raison sur un point quand ils ne veulent plus d'augmentation des impôts pour qui que ce soit. Pour un petit comme un gros, comme une petite entreprise, une grande entreprise. Si, les 10%, c'est ça. Ça veut dire une augmentation d'impôts. Oui, ça, c'est non. Voilà. Et là, ils ont raison. Parce qu'on est le pays le plus imposé d'Europe et du monde. Je ne veux pas vous dire le contraire, d'ailleurs, tout le monde le sait très bien. Voilà, c'est tout. En revanche, les Français sont d'accord pour qu'il y ait des prélèvements supplémentaires sur les grandes fortunes. Eh bien, pas moi. Non, vous voyez. Non, mais. Sur les grandes fortunes et sur les grandes entreprises. Oui, pas moi. Vous qui connaissez bien François Bayrou, pourquoi cette idée, Alain Duhamel? Alors, je pense, d'abord, c'est ce dont il est persuadé, le fait que personne n'ose s'attaquer à la vraie question qui est « n'augmentons pas les impôts, ayons le courage de baisser les dépenses ». On ne peut pas dire qu'il l'a inventé depuis 3 mois. Hein. Ça, il l'a en tête depuis toujours. Ensuite, quand il est arrivé, il était totalement conscient, d'ailleurs, comment pourrait-il ne pas l'être, mais enfin, il l'a dit en long, en large et en travers, que ce qu'il avait devant lui, et c'était évidemment pour commencer la question budgétaire, que ce qu'il avait devant lui, non pas était infaisable, mais demandait une énergie particulière. C'est pour ça que déjà il avait pris des initiatives comme de dire j'aurai des contacts avec les différents groupes parlementaires dès maintenant sur le prochain budget. Je dis bien le prochain budget, alors que normalement ça se passe 6 mois après, hein, pour qu'on ait vraiment la possibilité de discuter de fond. Et je présenterai mes propositions avant le 14 juillet, ce qu'aucun Premier ministre n'a jamais fait, puisqu'ils sont censés présenter ça fin septembre, tout début octobre. Bon, il est cohérent avec lui-même dans le diagnostic et dans l'approche globale. Mais c'est la réponse, moi, je ne veux pas dire que ça m'affole, parce que je pense que ça ne se fera pas. Mais je suis sûr du résultat si la question est posée. Si la question est « acceptez-vous que des sacrifices soient faits sur les dépenses qui toucheront forcément les gens, hein, on ne peut pas raconter l'histoire. La réponse sera non. Éric Zemmour, est-ce que ce n'est pas un manque de courage du Premier ministre de ne pas vouloir assumer des choix qui seront impopulaires? Vous savez, je pense que nous verrons bien. Je pense franchement que ce sujet va tourner en eau de boudin. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que je suis pour les raisons que j'ai dites. Et pourquoi il la met sur la table, cette idée, François Bayrou? Il le met sur la table parce qu'il sent bien qu'il n'osera pas et qu'il n'aura pas la majorité pour réduire les dépenses même de 40 milliards, alors qu'il faudrait en vérité réduire beaucoup plus. Moi, vous savez, à Reconquête, nous faisons ce travail tous les jours. Avec Sarah Knafo, nous faisons ce travail de chercher les gaspillages, etc. Il y en a énormément. Et vraiment... nous pourrions faire une réduction de dépenses massive. Il faut toucher sur tous les sujets et taper sur tous les sujets. Et simplement, la classe politique s'y refuse, elle n'ose pas, elle est pusillanime et hésitante. Donc le résultat est là. Mais voilà, vous savez, on va continuer comme ça à naviguer au bord de l'eau et la dette continue d'augmenter. Vous savez, le septennat Macron, quand même, ça fait 7 ans, il a augmenté de 1000 milliards la dette. Il faut quand même ne cesser de le rappeler. C'est du jamais vu dans l'histoire de France.
Alain Duhamel, la décision de convoquer un référendum, c'est une décision du président de la République. Est-ce que franchement, Emmanuel Macron pourrait accepter de faire un référendum sur un plan d'économie? Écoutez, ça m'étonnerait un petit peu. Bah, Alors, il a dit lui-même qu'il envisageait des référendums, mais quand il dit qu'il envisage des référendums, d'abord, il ne s'engage pas à le faire, parce qu'il a parlé également comme il l'a déjà fait à 2 reprises, de convoquer une convention citoyenne, etc. Donc, Là, c'est sur les rythmes scolaires, désormais. c'est ça. Et il n'a jamais dit « je ferai ». Il a dit « je pourrais le faire ». Mais il est évident que si il le faisait, il le ferait sur ses sujets à lui, pas sur les sujets de son Premier ministre, même s'ils ont des sujets communs. Ça va de soi. Alors, il y a un autre débat sémantique au sein même du gouvernement. On l'a vu après l'assassinat terrible la semaine dernière d'Aboubacar Cissé dans une mosquée. Un débat sémantique au sein du gouvernement sur le terme d'islamophobie. D'un côté, il y a François Bayrou qui assume d'utiliser le terme d'islamophobie et qui explique encore ce matin qu'il faut, je cite, avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et de l'autre côté, il y a Bruno Retailleau qui juge, selon lui, que c'est un terme forgé par les frères musulmans et je cite que c'est un terme piégé. Alain Duhamel, qui dit vrai? Écoutez, je vais vous dire, alors, point de vue tout personnel, hein, je pense que la question de dire si c'est islamophobie ou si c'est détestation des musulmans ou si c'est peur des musulmans, etc., je pense que les questions de terminologie n'ont pas d'importance. Moi, ce qui me frappe, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à être frappé, c'est qu'on est en France à un moment extrêmement pénible où il y a une montée de l'antisémitisme qui est considérable et dont on mesure les effets, parce qu'on a toutes les statistiques continues sur soit les agressions, soit les injures, et où il y a simultanément une montée de l'islamophobie, c'est-à-dire de l'hostilité à une religion essayant de s'étendre. Bon, les deux existent. Et entre ça, il y a une invocation qui est extrêmement sympathique à dire revenons à nos racines. Alors d'abord, pour moi, nos racines, elles sont multiples. Hein. Nos racines, elles sont romaines, nos racines, elles sont grecques. Enfin, d'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Enfin, peu importe, tout le monde aura compris. Nos racines, elles viennent effectivement du christianisme, mais nos racines, elles viennent aussi au départ de la Germanie, hein, puisque la plupart des Français sont de ce qui est devenu les Gaulois, les Français. Bon, venaient de tribus successives qui venaient largement de Germanie. Mais c'est aussi, bien entendu, la philosophie française du XVIIIe siècle qui nous a quand même forgés. Tout ça existe, tout ça coexiste. Et ce qui est pénible, c'est qu'en plus, il y a une grande tentation de dire on en veut au christianisme spécifiquement. En plus de ceux qui disent antisémitisme à juste titre, de ceux qui disent islamophobie à juste titre, qui d'ailleurs ne sont pas les sentiments de tout le monde pour tout le monde. C'est à chaque fois le sentiment d'une partie de la population contre une autre partie de la population. Mais quand on dit, et dans tout ça, le christianisme, moi j'ai une idée qui était peut-être basique, mais quand j'étais jeune adolescent, il y avait un peu plus de 30% des Français qui allaient à la messe, donc catholiques, qui allaient à la messe catholique pratiquant. Aujourd'hui, il y en a 3%. Si le christianisme est attaqué, il l'est par ceux qui ont été baptisés et qui ne sont pas pratiquants. Éric Zemmour. Alors, moi, je pense au contraire que les débats sémantiques sont essentiels, parce que je pense que quand on impose ses mots, on impose sa vision des choses. Cela dit, je pense donc que on n'a pas à être qualifié d'islamophobe. Je veux dire par là qu'on a le droit, dans un pays laïque, il faudrait le rappeler à M. Bayrou et à d'autres, on a le droit de critiquer des religions. Oui. On a le droit de ne pas aimer des religions. On a le droit de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer le christianisme. On a le droit de critiquer le judaïsme. Je veux dire, dans le pays de Voltaire, ça serait quand même malheureux qu'on ne puisse plus critiquer une religion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, puisque tout a démarré avec cette histoire tragique de ce pauvre garçon qui a été... C'est plus qu'une histoire tragique, c'est un meurtre. Bien sûr, ce meurtre affreux, c'est tragique un meurtre, de ce garçon qui a été assassiné. Je voudrais dire que, d'abord, les deux personnes en cause
ne devrait pas, n'aurait pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être envoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 enfants. Quel est le rapport là, Éric Zemmour? Je vais vous dire le rapport. Oui. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Mais le fils était né en France. Absolument. Donc il Mais était français. non, à sa majorité. Oui, vous le savez bien. Mais Oui, depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant, avec sa famille. Non, mais Attendez, vous parliez du terme sémantique. Attendez, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet français. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai entendu, comme vous, les torrents de lamentation et d'imprécation sur l'islamophobie française, sur l'islamophobie d'État même, qui sont absolument délirants. Pour vous, l'islamophobie n'existe pas? Ou c'est un terme connecté, comme le dit Bruno Retailleau, à vos yeux? Je vais vous dire, je vous répète, on a le droit, dans un pays laïque, de critiquer une religion. Moi, en l'occurrence, je ne critique même pas l'islam. Moi, je combats l'islamisation du pays, ce qui n'est pas la même chose. Le problème de l'islam, c'est que ce n'est pas une religion comme une autre. Je m'explique. En France, dans les pays chrétiens, nous avons l'habitude, avec le christianisme, que la religion soit confinée au privé, que le spirituel soit séparé du temporel. En France. En France, mais même dans les autres pays en vérité. Et que la religion soit une question de foi et de conscience. Ça n'a jamais été ainsi en islam. L'islam n'a jamais séparé le spirituel du temporel et ne connaît pas, en vérité, la limitation à la foi et à la conscience. C'est pour cela donc que quand on dit que, comme Madame Le Pen, comme M. Retailleau, comme M. Bayrou, comme M. Macron, que l'islam est différent de l'islamisme, on trompe les gens. On trompe les non-musulmans parce qu'on leur dit, en gros, selon la belle expression de ce spécialiste de l'islam qui est Rémi Brague, que l'islam est un christianisme des Arabes. C'est faux. Ce n'est pas le christianisme des Arabes. Et par ailleurs, on trompe même les musulmans, et c'est encore plus important, parce qu'on leur fait croire qu'ils peuvent pratiquer leur religion comme en terre d'islam. Or, c'est faux. La plupart des musulmans, des Français de confession musulmane, respectent les lois de la République. Mais ça n'a rien à voir avec les lois de la République, cher monsieur. Non, puis je répondrai. Attendez, parce que c'est pas fini. Quand vous avez, mais ça va pas on fait croire. Attendez, on fait croire que c'est un problème. Je finis. Alain veut vous répondre. Oui, il va me répondre, bien sûr. On fait croire que c'est un problème de frères musulmans. On fait croire que c'est un problème d'entrisme, d'idéologie politique. Quand vous avez 75% des musulmans qui sont sondés et qui sont contre le voile, l'interdiction du voile à l'école. C'est pas seulement les frères musulmans. Quand vous avez plus de la moitié des jeunes qui pensent que la charia est au-dessus des lois de la République, ce n'est pas les frères musulmans. Donc moi, je dis aux musulmans, je n'ai rien contre votre religion, mais simplement, votre religion n'est pas compatible avec la France. Je ne parle même pas des lois de la République. C'est l'esprit de la France où on confine la religion au privé. Donc soit les musulmans peuvent faire évoluer leur religion, et ils sont les bienvenus en France, soit ils ne veulent pas, ce que je peux tout à fait comprendre, mais là, ils ont 50 pays musulmans pour aller pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Alain Duhamel, vous répondez. Bon. Alors, il y a un point sur lequel Éric Zemmour dit quelque chose d'exact, à mes yeux. Bon, qui est que, effectivement, dans les pays musulmans, les rapports entre la religion et l'État sont extrêmement différents de ce que nous connaissons en France. C'est la vérité, ça va de soi. Il y a des pays où c'est poussé à l'extrême, comme l'Iran, et puis il y a d'autres pays qui sont des pays théoriquement laïques, mais dans lesquels la place de la religion, son influence non seulement sur les mœurs, mais même directement sur la législation, est dominante, voire dans certains, hégémonique. Pas dans tous, mais dans certains. Bon, ça existe. Non, il y a des degrés. Il y a des pays... Hégémonique, c'est pas totalitaire. Non, mais il y a des degrés. Il y a des pays dans lesquels l'empreinte sur la législation est massive, d'autres sur lesquels il y a des compromis. Bon, enfin, de toute façon, si j'ose dire, ça n'est pas notre problème, parce que ça n'est pas notre situation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Ensuite, en France,
on a connu la période pendant laquelle, au nom de la religion, auquel on assimilait l'État et les lois, les uns étaient supportables et les autres ne l'étaient pas. Hein. C'est ce qu'on appelle les guerres de religion, qui ont été une abomination à tout point de vue, et dont on a eu beaucoup de mal à se sortir. Et on s'en est mal sorti. On a la chance d'avoir un pays qui est vraiment un pays laïque, vraiment laïque. Par rapport aux États-Unis, on est un pays beaucoup plus laïque. D'ailleurs, la preuve de ce que je dis, c'est que beaucoup de commentateurs anglo-saxons ont toujours du mal à comprendre comment nous fonctionnons. Bon, nous, on n'a pas Dieu sur nos billets de banque. Bon, etc. Et on ne jure pas sur la Bible quand on prend ses fonctions de président de la République. Donc, on est un pays laïque. Dans ce pays, toutes les religions qui ont leurs convictions, je ne dirais pas toujours sont bienvenues parce que c'est un peu hypocrite, mais ont le droit d'être là, ont le droit d'avoir des fidèles qui entrent en France et qui, évidemment, quand c'est dans la légalité, à ce moment-là, ont le droit de pratiquer leur religion. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on entend par religion, Alain Duhamel? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on entend par religion? Attendez, je vous ai laissé... Est-ce que c'est persécuter les homosexuels? Est-ce que c'est interdire aux jeunes femmes d'avoir des mini-jupes? Est-ce que c'est de sortir le tapis de prière dans les entreprises? Tout ça, c'est la religion islamique. C'est la religion islamique. Alain Duhamel. Alors, il y a donc un certain nombre de religions qui cohabitent en France. Et il faut quand même relever au passage que pour la plupart des Français, quelle que soit leur religion, la cohabitation ou la coexistence se passe correctement. Non, elle se passe très mal. C'est faux. Mais pas pour... J'ai dit pour beaucoup de Français. Non, elle se passe très mal partout et de plus en plus mal. Eh bien, je continue quand même. Oui, il faut le dire. Laissez terminer Alain. Il faut le dire. Il faut que vous le disiez parce que vous le pensez. Exactement. Et moi, il ne faut pas que je le dise parce que je ne le pense pas. C'est faux. Alors maintenant, demandez aux Français. Ils savent que ça se passe mal. Alain Duhamel, poursuivez. J'aimerais bien. Vous êtes intelligent et vous êtes habitué au débat. J'aimerais bien que vous vous contentiez de dire ce que vous pensez et que vous ne me disiez pas ce que moi je dois penser. Je me permettrai pas. C'est ce que vous avez fait là. Bon, alors j'en reviens à ce que je voulais dire. Il y a bien entendu beaucoup de cas dans lesquels les choses ne se passent pas de façon satisfaisante. Il ne faut pas être hypocrite, c'est la réalité. Il y a bien entendu des animosités qui existent, qui ne sont pas globales, qui se vivent de façon très différente selon en gros, selon la composition de la population dans chaque partie du territoire. Il y a des endroits où ça se passe bien, il y a des endroits où ça se passe moins bien. Bon, la religion musulmane a, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire, l'aspiration de vouloir effectivement se refléter dans la législation. En France, elle n'en a pas les moyens. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien comme ça. On ne fait pas la législation de l'islam en France. Bon, et je trouve que c'est non seulement souhaitable, mais que c'est absolument nécessaire pour qu'il y ait une cohabitation qui soit viable. Alors maintenant, qu'il y ait des tentations, qui est d'abord, parce que sur ce point, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque c'est la réalité. Quand c'est la réalité, je ne la nie pas. Que les sondages montrent que vous avez une proportion de jeunes musulmans, par exemple, qui voudraient que la charia soit appliquée, etc. C'est vrai qu'on trouve ça dans les sondages. Ah oui. Bon, si vous interrogez des Français sur d'autres sujets, quelquefois, vous serez très étonné de voir aussi ce qu'ils disent croire, en règle générale. Très étonné. Et s'agissant des jeunes musulmans, ceux qui croient ça, la question n'est pas de savoir s'ils le croient quand ils sont adolescents, etc. C'est de savoir si ils acceptent néanmoins, même s'ils n'en ont pas envie, même s'ils trouvent que pour eux, ça serait mieux que ce soit la charia qui s'applique. Mais à partir du moment où ils respectent les lois, s'ils en sortent, c'est une autre affaire. Et il y a des quartiers, on le sait bien, où on en sort facilement. Alain Duhamel. Mais à partir du moment où ils respectent la loi, même si vous considérez qu'ils pensent mal, du moment que moi j'observe qu'ils se comportent comme tout le monde, à ce moment-là, c'est leur affaire. Alain Duhamel, vous vivez dans un monde qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est possible, oui, en règle générale. Mais je vous le dis ça avec amitié. Aujourd'hui, il y a d'innombrables quartiers en France où
la loi républicaine, comme vous dites, avec emphase, ne s'applique plus. Je ne dis pas avec emphase. Non, mais je parlais à votre présentateur. Et où, en vérité, c'est la loi de l'islam qui s'applique. Tout simplement parce que la majorité de la population est musulmane et qu'elle impose cela. Donc les gens qui ne sont pas musulmans ou les musulmans qui ne veulent pas appliquer la charia quittent les quartiers ou alors se couchent et cèdent. Deuxième chose, pour revenir à cette histoire tragique de ce crime commis contre ce Malien. Il y a 10 ans, Alain Duhamel, j'avais débattu avec vous et je vous avais dit que nous arriverions dans une situation, à force d'immigration, en particulier venue des pays arabo-musulmans, à exactement ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire des communautés qui s'affrontent, qui se détestent, qui se séparent et qui parfois se tuent. Et vous m'aviez dit que j'avais un ton apocalyptique. Ça vous arrive? Mais bien sûr, j'avais essayé de faire une plaisanterie en disant que Apocalypse avait une racine grecque qui voulait dire dévoilement de la vérité, mais vous ne m'aviez pas écouté. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, nous y sommes. Et pourtant, j'avais fait du grec. Absolument. Et dernière chose, j'ai écouté votre débat avec M. Duhamel, entre M. Duhamel et Alain Duhamel et Jean-Luc Mélenchon. Cette semaine, absolument. Débat très intéressant où j'ai entendu M. Mélenchon dire que il avait changé d'avis sur l'interdiction du voile et sur la laïcité en général, et il disait qu'une jeune femme musulmane lui avait expliqué que c'était Dieu qui le voulait ainsi. Et que Mélenchon a répondu, eh bien alors dans ce cas-là, je ne peux rien faire. C'est assez extraordinaire d'entendre ça. J'étais très étonné que vous ne répliquiez pas. Parce que même les rois de France ont toujours refusé que les papes leur disent ça. Donc vous imaginez, venu d'un laïcard qui cite Robespierre à tous les phrases, qui, lui, se soumet et qui nous ramène la théocratie en France. C'est ça le produit de l'immigration musulmane de masse qui arrive, parce qu'évidemment, M. Mélenchon, on va sans doute en parler, fait cela pour des raisons électorales. Moi, je voudrais dire simplement, parce que j'ai beaucoup entendu quand même de choses. J'ai entendu M. Roussel dire que j'avais du sang sur les mains et que j'étais à l'origine de ce crime. Je voudrais dire à M. Roussel que quand on est secrétaire général du Parti communiste, on ne parle pas comme cela parce que lui, du sang sur les mains, il en a de 100 millions d'hommes qui ont été tués par Staline, Pol Pot, Mao Tse-tung et consorts. Deuxièmement, quand j'ai vu M. Mélenchon, puisqu'on parlait avec M. Mélenchon, qui pleurait en consolant qui avait cette pauvre larmes. Musulmane qui disait que les musulmans avaient peur, moi, je vais vous dire, j'ai pleuré aussi, mais sur la mort de la petite Lola, massacrée par une Algérienne sous OQTF. J'ai pleuré quand j'ai vu le petit Thomas exécuté à Crépol. J'ai pleuré pour la mort de la petite Philippine et pour le petit Elias et pour tant d'autres, tous tués par des musulmans. Je voudrais dire que on n'a pas les mêmes larmes avec M. Mélenchon, on n'a pas les mêmes pleurs, on n'a peut-être plus le même peuple. Je dirais que à l'époque, quand j'ai voulu manifester pour Lola, toute la classe politique, y compris le Rassemblement national, a refusé de manifester avec moi, a refusé de dénoncer comme moi cette francophobie et m'a insulté en disant que je faisais de la récupération. Je voulais simplement dire cela parce que j'ai de la mémoire et quand j'ai vu le délire de récupération de cette semaine, je tenais à le rappeler. Bien entendu, ce n'est pas Alain Duhamel que je vise là-dedans. Alain Duhamel, après on passera à un autre thème. Allez-y. D'accord. Alors pour moi, les choses sont différentes. Je ne nie pas qu'entre un débat qu'on pouvait faire il y a 10 ans et un débat qu'on fait aujourd'hui, la même société fonctionne de la même manière. D'accord. J'essaye d'être de bonne foi. Absolument, je vous en sais gré. Je vois qu'il y a des évolutions et les évolutions ne se font pas toujours dans le sens que moi je souhaiterais. Mais je reconnais qu'il y a des évolutions. Ensuite, je dirais qu'il faut éviter tout ce qui donne le sentiment de globaliser. Aujourd'hui, c'est pas une France contre une autre France, une France contre une France différente. Aujourd'hui, c'est malheureusement une France qui est non seulement divisée globalement, mais dans tous les domaines en même temps. C'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai dans le domaine politique, c'est vrai à propos de l'éducation, c'est vrai à propos de la religion, c'est vrai à propos des mœurs, c'est vrai à propos de tout. On est une société
qui est une société aujourd'hui qui a la tentation de se déconstruire. Donc je ne nie pas que ce soit une situation difficile. Mais pour moi, d'abord, et là je le dis parce que c'est vraiment ce que je pense, non seulement tout assassinat, mais tout coup porté, toute forme de pression brutale, tout ce qui touche à la liberté individuelle est mauvais, d'où qu'elle vienne et pour qui que ce soit. Autrement dit, quand je lis et quand je vois comme vous tel horrible meurtre de celui-ci, de celle-là, ou telle pression, ou telle façon de prendre en main un endroit et d'imposer sa loi aux autres, etc., par principe, je suis évidemment contre ça. Par principe. Je n'en doutais pas. Mais, je veux dire, je ne globalise pas. On est une société divisée. On est une société dans laquelle les ruptures ont tendance à s'accroître. C'est vrai dans le domaine dont on parlait, la religion, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres. C'est vrai en matière économique aussi. Et les conséquences sont également très graves. Et le problème est qu'aujourd'hui, ce dont on aurait besoin, c'est d'un peu de rassemblement et d'unité. Et que malheureusement, nous sommes en train de prendre la direction opposée. Alain Duhamel, Éric Zemmour, je vous propose qu'on évoque des images que vous avez vues tous les deux, comme beaucoup de Français, le jour du 1er mai. Des militants socialistes qui ont été pris pour cible dans la manifestation parisienne de ce 1er mai, des débordements en marche de cette mobilisation. Il y a plusieurs militants qui ont été même lynchés, d'après plusieurs élus qui étaient sur notre plateau le 1er mai. Disons attaqués. Attaqués. Une élue a même dit lynché. Et oui. Jérôme Guedj, le député socialiste, a une nouvelle fois été ciblé. Il a dû être exfiltré. Il y a 8 jours, ils avaient voulu se rendre à une manifestation justement contre l'islamophobie, en hommage à Boubacar Cissé. Là aussi, il avait dû être exfiltré. Alors pourquoi est-ce qu'il est ciblé? J'ai posé la question il y a quelques instants à Olivier Faure, qui était à votre place, Alain Duhamel. Écoutez ce que nous disait le premier secrétaire du PS. Été pris pour cible pour ses prises d'opposition, parce que parfois il est assimilé à tort à la politique que mène le gouvernement de Benyamin Netanyahou, alors que Jérôme Guedj ne s'est jamais prononcé en faveur de Benyamin Netanyahou. Quand vous avez vu ces images, Alain Duhamel, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'est une forme d'antisémitisme de l'extrême gauche? Quand j'ai su que Jérôme Guedj était attaqué, bousculé, je me suis dit évidemment que c'était une forme d'antisémitisme, bien entendu. Quand j'ai vu que c'était aussi l'organisation locale du Parti socialiste qui se trouvait brusquement envahie par je ne sais pas combien ils étaient, quelques dizaines, j'imagine, de gens avec des foulards sur la figure et harnachés comme les Black Blocs que probablement ils étaient d'ailleurs, je me suis dit que c'était le contraire même de la démocratie. Et que non seulement il y avait des imbéciles partout et que c'en était le cas, mais que ça m'a rappelé très exactement ce qui, quand j'étais beaucoup plus jeune, on appelait les autonomes. Il y a toujours eu dans des manifestations, pas toujours heureusement, mais il y a trop souvent eu dans des manifestations, effectivement, des intrusions de gens qui pratiquaient la violence et voulaient provoquer des fractures au sens politique. Bon, et évidemment, ça a toujours été une aberration. Et ça s'est produit. Là, il y a eu, si j'ose dire, une double agression. Il y a eu une agression personnelle de Jérôme Guedj qui relève évidemment de l'antisémitisme et de la bêtise la plus obtuse. Et puis, il y avait aussi une volonté de s'en prendre aux socialistes en tant que socialistes de la part de gens qui considéraient que ce qu'ils proposaient était un pâle réformisme, alors qu'il faudrait imaginer un autre univers. Autre univers dont, soit dit en passant, quand on voit comment ils veulent l'illustrer et le symboliser, ça ne doit pas donner envie à beaucoup de gens de le connaître. Mais il n'empêche. Et malheureusement, il y a toujours eu des gens comme ça, mais je pense qu'il y en a plus aujourd'hui que je n'en ai connu auparavant. Ça varie selon les périodes d'ailleurs, mais là on est dans une période où il y a certainement en France quelques milliers de black box qui sont prêts à des formes de violence qui peuvent tourner très très mal. Éric Zemmour, je vous ai vu sourire quand on entendait l'extrait d'Olivier Faure. Pourquoi j'ai souri? Pourquoi? Parce que c'est quand même un bel hypocrite. Pourquoi? Parce que, évidemment que la politique de M. Netanyahou, comme il dit, n'est qu'un paravent. Vous savez, je vais vous faire un petit point d'histoire en 2 phrases. En 1845,
un homme qui s'appelle Alphonse Toussenel, qui était fourriériste, socialiste, de gauche, écrit un livre qui s'appelle « Les Juifs, rois de l'époque ». C'est pour la plupart des historiens la naissance de l'antisémitisme moderne. Il naît à gauche. Un siècle, que dis-je, un siècle et demi plus tard, l'antisémitisme revient sur ses terres d'origine à gauche. Et c'est l'islam qui l'y ramène. Comme la gauche, M. Mélenchon, mais aussi M. Olivier Faure, court après les électeurs musulmans, car ils sont très nombreux, puisque depuis 40 ans, on a cessé d'en laisser rentrer, évidemment qu'ils prennent avec eux et ils acceptent tous les stigmates du monde musulman et cet anti-judaïsme qui existe depuis l'origine de l'islam. C'est cela, la véritable histoire qui se vit devant nous aujourd'hui. Alors Alain Duhamel va dire encore que je globalise, mais... Laissez-moi le dire. Oui, mais que... Non, mais parce que je voulais vous répondre tout à l'heure et j'ai pas pu. Vous savez, Alain Duhamel, c'est bien de ne pas vouloir globaliser, car vous prenez en compte les individus, les nuances de chaque individu. C'est bien les nuances. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même, c'est humain. C'est notre humanisme qui tient compte de chaque individu. Vous avez tout à fait raison. Notre humanisme et notre humanité. Absolument d'accord. Mais il n'empêche que intellectuellement, c'est peut-être parce que vous avez refusé de globaliser que vous n'avez pas compris ce qui allait se passer il y a 10 ans et que vous ne comprenez toujours pas ce qui est en train de se passer. Alors, je suis tout à fait d'accord que j'ai de grandes limites et que je ne comprends pas Comme toujours, nous tous. et que je ne comprends pas toujours tout. Mais pour en revenir non pas à ce que vous venez de dire dans les médias, que à ce dont vous parliez immédiatement avant, c'est-à-dire sur l'origine de gauche de l'antisémitisme. Bon, d'abord, l'antisémitisme, vous le savez comme moi, en France. Hein, on ne va pas faire l'histoire du monde. Mais l'antisémitisme en France, il date du Moyen-Âge. On pourrait remonter à l'Empire romain, si vous voulez. Oui, non, mais spécialement. mais spécialement. Parce qu'il date, si j'ose dire, du catholicisme. Oui, à partir du moment... J'ai dit antisémitisme moderne. Non, Alain. Éric Zemmour, laissez finir Alain. Attendez, laissez-moi m'expliquer. Je vous ai dit Après, on vous redonne la antisémitisme parole. moderne. Je ne vous dis pas que vous ne me l'avez pas dit. Bon. Je vous dis ce que moi j'ai envie de vous dire. D'accord. Hein, chacun... bon. Donc, l'antisémitisme, il existait déjà. Absolument Et d'accord. déjà pour de mauvaises raisons, parce que les Juifs étaient le seul à pouvoir faire le commerce de l'argent et que ceux qui leur empruntaient, qui étaient bien contents de les trouver, étaient ceux qui ensuite étaient antisémites. Bon. Il y a eu des variations. Il n'y a jamais eu de disparition en France de l'antisémitisme. Mais il y a eu, en revanche, c'est vrai, des vagues d'antisémitisme et des périodes dans lesquelles il y avait une recrudescence de l'antisémitisme. Pour prendre le cas le plus connu, mais qui, moi, m'a toujours fasciné, au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait une très forte majorité de gens qui prenaient le parti opposé à Dreyfus au nom d'un antisémitisme. Et à l'époque, des journaux qui aujourd'hui sont devenus des journaux de très bonne qualité que j'aime beaucoup, comme La Croix, à cette époque, c'était hyper puissant. Il y avait des croix partout. Hein. Il y avait des croix départementales, Et est-ce qu'Olivier Faure est hypocrite, comme dit Éric Zemmour? Attendez, je vous réponds parce qu'on parle de choses sérieuses. Je suis pas sûr que Olivier Faure soit l'aspect le plus sérieux des choses. Finalement, il est pire que moi, en fait. Je reconnais tout à fait qu'il y a eu des phases dans lesquelles il y avait un antisémitisme de gauche qui s'exprimait. Je ne vais pas vous dire le contraire. D'ailleurs, même au moment de l'affaire Dreyfus, au départ, à gauche, il y avait de l'antisémitisme. Bon. Et donc, qui est de l'antisémitisme à gauche, oui. Mais enfin, il ne faut pas inverser les choses. Au moment de l'affaire Dreyfus, l'immense majorité de l'antisémitisme, il n'était pas de gauche. Il était très, très de droite. Bon. C'est pas le sujet, Alain Duhamel. Pardonnez-moi, c'est pas le sujet. Non, mais c'est mon sujet. Si vous voulez, ça. Mais c'est pas le sujet. Et qu'il y a eu de l'antisémitisme, par exemple, dans les régimes communistes, par exemple en Union soviétique, qui en est encore d'ailleurs, c'est une réalité. Donc je ne vous dis pas quelqu'un qui est de gauche n'est donc pas antisémite. Si, il y a des gens de gauche qui le sont. Mais moi je pense même pas qu'ils soient antisémites, c'est politique, c'est tout. Mais on ne pense pas la même chose. Ça ne m'étonne pas tout à fait. Mais il y a des antisémites qui sont des antisémites, si j'ose dire, qui théorisent leur antisémitisme, et puis vous avez des antisémites qui sont antisémites de comportement. Bon, en l'occurrence, il y a à l'extrême gauche en France une forme d'antisémitisme qui est évidente, et puis il y a ce qui est différent. À gauche, plus globalement, à cause de ce qui se passe en ce moment, et à Gaza,
et dans les territoires occupés et en Israël, il y a aujourd'hui un transfert, non pas général, mais extrêmement fréquent de ce qui se passe là-bas par rapport à ce qui se passe ici, qui est une chose que personnellement je trouve lamentable, mais dont je sais très bien qu'elle est extraordinairement difficile à éviter. Éric Zemmour, réponse courte, j'aimerais qu'on parle ensuite des 100 jours de Donald Trump. Très bien. Alors, très court. Je vous répète que pour moi, la situation en Israël n'est qu'un prétexte. Et deuxièmement... Pas pour moi. D'accord, j'ai compris. Deuxièmement, je voudrais dire que on a parlé longuement de l'antisémitisme, etc., et qu'il y a effectivement beaucoup de juifs qui sont molestés, attaqués et même parfois tués. Mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, il y a encore plus de violence contre les chrétiens, contre les gens, les Français de culture chrétienne, pas forcément qui vont à l'église. Et eux, non seulement ils sont agressés, volés, violés parfois pour les femmes, insultés, mais en plus, ils ont bien compris que on est en train de leur voler leur pays. La vraie bataille politique, je tiens à le dire parce que le sujet de Mélenchon est fondamental et j'ai fini. La vraie bataille politique, c'est entre ceux comme Mélenchon qui veulent une nouvelle France, un nouveau peuple, qu'ils appellent de leur vœu, qu'ils reconnaissent le grand remplacement, qu'ils poussent à ce grand remplacement, et ceux qui défendent la France que j'appelle la France éternelle, c'est-à-dire la France du peuple français, avec l'identité française. C'est tout ce que j'avais à dire. Éric Zemmour, vous étiez à Washington au moment de l'investiture de Donald Trump. Regardez avec Alain Duhamel cette photo que oui, mais le président... j'ai pas répondu à ce qu'il vient de dire, là. Non, mais on n'a plus le temps, Alain Duhamel. Moi, parfois, je ne réponds pas non plus. Réponse, on va évoquer Je suis peut-être moins patient que vous. Alain Duhamel, réponse courte et comme ça après on passe à Donald Trump. Oui, moi je crois que les choses ne se passent pas comme ça et que, là encore, vous globalisez trop. Il y a des ça me permet de comprendre ce qui se passe. Ah ben, vous comprenez très bien, c'est connu, mais disons que vous comprenez à votre manière et qu'il y a d'autres manières de comprendre. Vous avez vous-même reconnu que j'avais eu raison. J'ai reconnu que vous aviez raison dans la mesure où vous disiez que les choses allaient s'aggraver. Et elles se sont aggravées. Ça ne signifie pas que vous ayez raison sur les causes, sur les conséquences, et surtout que vous ayez raison en globalisant en permanence. La France évolue, elle a toujours évolué, elle évolue dans sa composition, elle évolue dans ses mœurs, elle évolue dans ses convictions. Mais pas dans son identité que vous avez décrite tout à l'heure. Chrétienne, grecque, romain. Et d'origine germanique. Oui, origine germanique et les Lumières. Oui. On est d'accord. Eh ben oui. Mais la France se renouvelle depuis qu'elle existe. Non. Si, la France se renouvelle. Ça ne veut pas dire, mais c'est ça que vous ne voyez pas, enfin, à mon avis. Ce n'est pas parce que la France se renouvelle que d'abord, forcément, elle se défigure. Ce n'est pas parce que la France évolue que la France n'est plus la France. La France, elle n'a cessé d'évoluer dans tous les domaines, tout le temps, et en particulier dans sa composition, évidemment. Alain Duhamel, Éric Zemmour, regardez cette photo que Donald Trump a donc publiée sur son réseau social, Truth Social, qui a été retweetée par le compte même de la Maison-Blanche. Donald Trump, qui grâce à l'intelligence artificielle, apparaît en souverain pontife. Alain Duhamel, au-delà de ce que ça peut parfois faire sourire, qu'est-ce que ça dit profondément quand même de ce président américain qui a passé cette semaine le cap des 100 jours de son retour à la Maison-Blanche? Ben, ça veut dire que Donald Trump est un homme multiple. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui est en train de devenir ce qui est différent de ses prédécesseurs, des présidents américains précédents, un autocrate. C'est-à-dire qui rassemble dans ses mains plus de pouvoir qu'aucun autre. Donc ça s'appelle un autocrate, celui qui rassemble les pouvoirs. Non, je ne suis pas d'accord, mais je vous laisse parler. Mais voilà, c'est gentil. Donc c'est un autocrate. Ensuite, c'est un homme d'affaires et qui a des réactions d'homme d'affaires, qui a des intérêts d'homme d'affaires et qui a des objectifs d'homme d'affaires. Et on voit très bien que chez lui, la part privée et la part publique ont tendance à s'enchevêtrer. Ensuite, c'est quelqu'un qui a pris un nombre d'initiatives hallucinantes, initiatives qu'il avait annoncées. Donc, je ne dis pas qu'il les a improvisées. Il les avait annoncées. Il les met en œuvre. Je serais très content qu'on en parle, avec des conséquences qui ont été des conséquences extrêmement négatives, sur lesquelles il est revenu en partie
parce qu'il a été obligé de le faire par les marchés, qui ont été, à mon avis, nettement plus intelligents que lui. Mais je dirais que c'est un autocrate qui change déjà énormément de choses, qui prend des mesures dont certaines sont épouvantables, notamment en matière d'écologie, de santé et de pays en voie de développement. Ses premières décisions sont mortelles au sens propre, c'est-à-dire qu'elles créent de la disette et des morts. Pour le reste, il a d'autres faces, puisque c'est ça dont on était censé partir, qui est que il a un côté clownesque ou histrion dont il n'arrive pas à se défaire. Il y a probablement des gens qui trouvent ça très drôle. Alors moi, franchement, je suis plus protestant que catholique, donc je ne dis pas ça par cléricalisme. Quand je vois un président américain qui se prend plaisir à sa photo de lui-même en pape, je dis que comme d'ailleurs la façon dont il s'est comporté avec Zelensky quand Zelensky lui avait rendu visite, c'est possible d'être original, c'est possible de vouloir être différent des autres chefs d'État, c'est possible de vouloir trancher sur ses prédécesseurs, mais qu'il y a tout de même des limites entre jouer les bêtes à mort et puis brusquement tomber dans un burlesque, mais un burlesque qui est inquiétant, comme celui qui tombe dans le burlesque est l'homme aujourd'hui le plus puissant du monde. Éric Zemmour. Moi, vous savez, j'ai connu Alain Duhamel, et c'est ça que j'admirais chez lui, quand les journalistes étaient manichéens et injustement manichéens à l'égard d'un président de la République française, il les recadrait et il remettait de la mesure et de la nuance dans leur jugement. J'espère continuer. Et je constate qu'à l'égard de Donald Trump, il imite les pires de ceux qu'il critique. Je n'imite personne. Cher Alain Duhamel, un autocrate, pardonnez-moi, est-ce que vous considérez que le président de la République française est un autocrate? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Donald Trump est davantage... Non, parce que moi, je vous ai laissé parler longuement. Donald Trump, je ne crois pas qu'il ait davantage de pouvoir aujourd'hui qu'un président de la République française. Deuxièmement... On dit les pouvoirs qu'il applique, hein? Oui, absolument, absolument. Deuxièmement, vous l'avez dit vous-même, Donald Trump applique ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne présidentielle. Au moins, il a averti et il n'a pas trompé les électeurs. Je comprends que toute la classe politique le déteste parce qu'il donne vraiment le mauvais exemple. Deuxièmement, non seulement il fait ce qu'il a dit... Ça ne me concerne pas. Hein. Ça ne vous concerne pas. Non seulement il fait ce qu'il a dit, mais en plus il fait. Là aussi, on n'a plus l'habitude en France. Qu'est-ce qu'il fait? Et au-delà de la caricature et du côté histrionesque... Qui existe. Mais oui, qui existe. Mais moi, je trouve ça amusant. Mais bon, passons. L'humour, c'est personnel. C'est sélectif. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train d'être fait. En vérité, Donald Trump met un terme à 30 ans ou 40 ans de mondialisation. Et même, si je voulais aller plus loin et plus profondément, en vérité, il ferme le XXe siècle. Le XXe siècle qui s'était ouvert avec, on parle toujours de président américain d'ailleurs, les grands discours de Wilson, le président américain pendant la Première Guerre mondiale, et qui avait imposé, si vous voulez, dans ce XXe siècle, la domination et l'hégémonie et la supériorité des individus sur les peuples et sur les familles, la supériorité des juges sur les États, la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme, la supériorité des minorités sur la majorité, des organisations internationales sur les gouvernements, etc., etc. Ce 25e siècle-là est en train, effectivement, de s'achever sous les coups de Donald Trump. Donc c'est vous dire que c'est historique ce qui est en train de se passer. Il veut ramener un monde où ce seraient les États, les gouvernements, les peuples, les nations qui dirigent. Et non pas les juges, les individus, les organisations internationales, etc. Maintenant qu'on a compris l'ampleur, essayons de rentrer vite dans le détail. Je vais aller très vite, beaucoup plus vite. Mais bilan économique, première mauvaise nouvelle. Éric Zemmour, oui. Premier trimestre, baisse de 0,3% du PIB américain. Ne soyez pas journaliste. Ne soyez pas sur l'immédiateté. Essayez de voir dans une ampleur historique. Je vous assure que vous allez comprendre mieux. C'est un mot. Mais je continue, il m'a interrompu, c'est pas de ma faute. Allez, on va continue.
Maintenant, dans le détail. Il s'attaque au wokisme. Et avec virulence. Vous êtes contre Aaron Duhamel? Vous êtes pour les discriminations pour les minorités? Non, mais ne répondez pas. Non, mais parce que c'est important. Mais enfin, écoutez. Est-ce que vous êtes pour le climat antisémite à Harvard? Est-ce que vous êtes pour le climat délétère dans les entreprises? Ne répondez pas à ma première question. Vous pouvez finir votre développement, parce que malheureusement, il nous reste plus que 4 minutes. On va laisser la parole à Alain Duhamel aussi pour vous répondre. Je veux continuer, Alain. Parce que j'ai pas fini, je vais aller très vite. Oui. Deuxièmement, donc le wokisme, il a des premières réussites. Oui, je sais, ça vous embête parce que là, vous êtes d'accord. Non, mais il veut vous répondre. Deuxièmement, l'immigration. Il combat l'immigration comme une colonisation et une invasion, et il a raison. Et il emploie des méthodes de guerre pour la combattre, et il a raison. Il y avait 4 millions de clandestins qui passaient par la frontière mexicaine, il n'y en a quasiment plus. Éric Zemmour. Troisièmement, les tarifs. Allez, je vais en parler. Les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers. Qu'est-ce qui se passe? Allez. On sait très bien. Il faut que vous laissiez répondre à Alain quand même un moment. Répondez, Non, mais les tarifs douaniers, vous jugez que c'est une bonne stratégie. Alors, les tarifs douaniers. Voilà. Pourquoi fait-il cela? Non, mais il faut laisser Alain vous répondre. Alors, allez-y, Alain. Allez-y, Alain. Alors, moi, je ne vois évidemment pas du tout les choses comme ça. C'est pas grave. Je reconnais tout à fait que ce qu'il fait, c'est ce qu'il avait dit. Je reconnais tout à fait que le fait qu'il le fasse, ça change les règles du jeu global. Mais non, mais quand les choses sont évidentes, je ne les discute pas. Il le fait, et son ressort principal, c'est un ressort nationaliste. Absolument. Que d'ailleurs, il assume. Et c'est pour ça que je l'ai laissé répondre Alain. Et on passe donc d'une phase, d'un siècle, dans lequel on essayait de trouver un concert international, plus ou moins bien, et avec plus ou moins de résultats, mais on essayait. On ne peut pas dire qu'on n'essayait pas. Avec maintenant, lui qui n'essaie pas. Lui, il essaye de casser la logique qui existait, de la remplacer par une autre, ce qui est son droit d'essayer. Je ne vous dis pas le contraire, mais ce qui implique aussi qu'on puisse lui répliquer de la même façon, avec le même souci de nos intérêts. Mais pour le reste, moi, il me fait penser, puisque vous aimez bien l'histoire, et que vous la connaissez bien, même si vous l'interprétez beaucoup, il me fait penser tout le monde. Attendez. Laissons finir. Vous savez pas ce que je veux dire. Non, mais il me fait penser au président Hoover, qui a précédé Franklin Roosevelt, et qui a pris des mesures qui étaient des mesures du type Trump, c'est-à-dire qu'il voulait casser une logique. Pas du tout. Et grâce à son extrême intelligence, il a déclenché la crise de 1929 qui a fait souffrir le monde entier. Non. Trump, laissons finir là. Trump aujourd'hui lance des choses de façon caricaturale, revient dessus parce qu'il y a aussi une logique. Je vais y répondre. Il y a une logique de. Il y a une logique. On refera un autre débat, Éric Zemmour. Attendez, Alain Duhamel, allez-y. Alain Duhamel, c'est vous. Allez-y. Je le dis d'une phrase. Oui. Il est à mes yeux un grand déstabilisateur, et la seule limite que je mets à ça, c'est que Dieu merci, quand il s'aperçoit que c'est une énormité, il est capable de revenir en arrière. Donc j'ai le temps de répondre. Alors, vous avez 20 secondes. Ah non. Pardonnez-moi, c'est pas possible. Non, c'est pas sérieux. On vient de faire près d'une heure de débat. Non, mais c'est pas sérieux. Laissez-moi un minimum de temps pour répondre. Les tarifs, c'est très important, parce que c'est le cœur de la bataille. On sait, il est en train de rompre avec le libre-échange mondialisé. On savait les avantages du libre-échange, ça veut dire des baisses de prix pour les consommateurs et le fait que les Asiatiques, en gros, soient sortis de la ruine et de la misère. Mais on connaît aussi les inconvénients. Les inconvénients, c'est la désindustrialisation, c'est la prolétarisation des classes populaires américaines et françaises, c'est aussi une pollution énorme avec les supertankers. Est-ce que vous savez que les produits, pour être fabriqués, passent plusieurs fois à la frontière? C'est aussi l'hégémonie américaine, l'hégémonie chinoise. Donc, si vous voulez, ce n'est pas négatif de rompre avec ça. On peut vivre avec un système protectionniste. Et c'est ce que disait Alain Duhamel. Et moi, je pense que les Européens devraient faire la même chose. Je vous promets qu'on reprendra ce débat avant 10 ans. Vous avez débattu tous les deux pendant près d'une heure. Le mot de la fin, en quelques secondes, Alain? Dans 10 ans, je serai mort. Non. Non, mais non.